Salut les explorateurs, je suis en ce moment à Marrakech avec Miguel. J'avais envie de vous partager aussi son histoire et son énergie à travers cette vidéo. Tu peux te présenter en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens? Je m'appelle Miguel. D'où je viens, c'est une bonne question. Je suis né en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je vis maintenant à Paris, en France. Et voilà, j'ai bourlingué pas mal. Et je me suis retrouvé en France à faire de la santé, pour résumer. Et comment c'est arrivé vers toi En fait, il y a eu toujours un intérêt dans ma famille vis-à-vis de l'alimentation. Le lien entre l'alimentation et la santé a toujours été établi, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on était parfait dans l'alimentation, loin de là, hein. On savait que il y avait un lien entre la santé et l'alimentation. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et puis comme je suis parti faire des études de biochimie, les biochimistes sont un peu obsédés par le métabolisme, l'alimentation, ce genre de choses, hein. C'est quelque chose qui plane toujours dans le cerveau des biochimistes. Et donc j'ai commencé à changer des choses dans mon alimentation avec ce que j'ai appris à l'université. Mais par déduction, pas du tout parce qu'on m'a dit qu'il fallait manger comme ça, bien au contraire. Très souvent, hein, on va dire quelque chose en théorie en classe et puis il y aura des recommandations qui vont avoir rien à voir après. Et ça, c'est juste parce que ça vient un peu de ce qui vient de la médecine, quoi. On va vous dire qu'il faut tant de protéines par jour, tant de glucides, etc. Et en fait, dans les faits, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Alors, c'est pas grave, moi j'ai changé des choses dans mon alimentation, ça a pris le temps. Et très tôt, hein, j'ai commencé, mon premier repas de la journée était cru, quoi. Alors c'était de l'avoine, hein, mais c'était cru, j'ai jamais fait cuire mon petit déjeuner. L'avoine et des fruits, en gros. Bon, je l'ai fait un peu comme ça a duré des années. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la recherche, d'abord sur les cellules souches, ensuite sur le cancer, les cellules souches cancéreuses du cerveau pour être plus précis. Et plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent pas, quoi. Alors c'est le but, hein, parce que la recherche, c'est se poser les bonnes questions. Mais on se rend compte que, alors avec les études universitaires, j'avais compris, en tout cas en biochimie, que il est possible de ne pas tomber malade si on fait attention à sa santé. Le corps a plein de mécanismes en fait pour se réparer, mais plein qu'on suppose même pas en fait. Plein de mécanismes pour se débarrasser des virus entre guillemets, plein de mécanismes pour se protéger d'un tas de choses. Il y a plein de mécanismes. La question c'est toujours pourquoi ça suffit pas en fait. Parce que dans la myriade de mécanismes qu'on connaît, on suppose qu'il y en a plein d'autres qu'on n'a pas vus. Donc voilà, et voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu, et puis la faculté où j'étais aux États-Unis, c'était une faculté qui a vu naître les travaux d'un monsieur qui est très connu dans l'alimentation, qui s'appelle Colin Campbell, et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qu'il faisait lui, enfin ce dont il parlait. Et voilà, et il y a des choses qui ont été évidentes pour moi, qui m'ont parlé tout de suite. Alors, ça me paraît évident à moi, mais j'ai conscience que ça ne paraît pas évident à tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est juste n'importe quoi, ils ne voient vraiment pas le rapport. Enfin, et moi, ça a été évident ce qui s'est passé. Et donc, j'ai commencé à changer des choses dans mon alimentation. J'ai commencé à faire des jus de légumes. Je commençais à faire des jus de légumes, en boire régulièrement, surtout après le sport, parce que à l'époque, pour subventionner un peu mes études,
J'étais instructeur de spinning, alors tous les soirs j'avais une classe avec 20 personnes et puis on faisait penser à fond sur des vélos quoi. Et donc après pour récupérer c'était les jus de légumes, des choses comme ça. Alors j'ai fait ça un sacré bout de temps et puis évidemment quand on commence à avoir plus d'alimentation vivante dans son alimentation, il y a des choses qui commencent à se passer. J'ai pas vu le lien tout de suite. Ça m'a mis des années avant de comprendre qu'il y a un lien, mais il a commencé à avoir des changements. Le lien qui était clairement établi, c'était que je me sentais mieux après, je récupérais mieux après, les claquages, tout ça. Enfin, j'en faisais pas vraiment de claquages, mais en tout cas, j'étais moins endolori, j'avais moins ce genre de choses si j'avais un peu poussé ce jour-là. Mais j'ai refait une crise d'asthme que j'avais pas faite depuis. La dernière crise d'asthme que j'avais faite, je devais avoir 15 ans. J'avais un fond asthmatique et depuis l'âge de 15 ans, j'avais rien fait du tout. Et là, à 30 quelque chose, 32 ou 33 ans, j'ai recommencé à faire des grosses une crise d'asthme monumentale, quoi. Pendant 2 semaines, j'arrivais plus à respirer, j'ai dû arrêter de faire du sport. Enfin, c'était donc à l'époque, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire que je suis allé voir à l'hôpital l'hôpital général du Massachusetts à Boston, qui était affilié à la faculté où j'étais. Et je me rappelle que ça avait mis 1 mois à peu près pour que j'ai un rendez-vous avec un allergologue. Et l'allergologue m'a fait faire plein de tests. Alors elle m'a fait souffler dans un truc, elle m'a fait des tests comme ça. Le rendez-vous a duré 1/4 d'heure, 20 minutes. Et je me rappelle avoir vu la facture en fait, parce que on voit les factures quand le système américain, on voit toutes les factures, etc. Et après c'est transféré à l'assurance. Et je me rappelle, et ça transfère à l'assurance et on voit ce que nous on a payé. Donc moi, comme j'avais une très très bonne assurance, puisque à l'époque je bossais pour l'industrie pharmaceutique, j'avais une super assurance, je payais 3 fois rien. J'ai payé 25 $, je crois, la consultation qui a duré 1/4 d'heure, 20 minutes. Et ça a été facturé pratiquement 700 $ à l'assurance. Bon. Donc déjà, ça fait un peu réfléchir. Et elle m'a mis sous un traitement de fond, qu'elle disait, avec l'équivalent de la Ventoline. Pareil, que je payais 5-10 $, je crois, ce qui est déjà beaucoup plus cher qu'en France, de ma poche. Et c'était facturé 180 $ à la... Donc on commence à voir déjà, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans le système, quoi. Mais bon, ça, c'est, à mon avis, c'est plus un sujet politique qu'un sujet de santé, quoique. Est-ce que c'est vraiment dissocié, je sais pas. Mais ça changeait pas grand-chose pour moi. Enfin, j'avais repris le sport, mais c'était toujours pas ça. Et donc je m'intéresse un peu aux écrits d'autres personnes et je tombe un peu sur la vidéo qui a été faite par l'Institut Gerson aux États-Unis. Enfin, ils sont à Tijuana au Mexique, mais ce sont des Américains et je vois cette vidéo qui s'appelle The Gerson Miracle, le miracle Gerson, qui est gratuite sur YouTube, on peut la regarder. Je crois même qu'elle est sous-titrée, mais je suis pas sûr. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que non seulement, ça je savais qu'on pouvait éviter de tomber malade avec l'alimentation, mais c'était nouveau pour moi qu'on pouvait revenir en arrière une fois qu'on était malade, juste en changeant son alimentation. D'autant plus que à ce moment-là, j'étais beaucoup plus dans le milieu du cancer, et le secret de Polichinelle dans ce milieu-là, c'est qu'il y a des gens qui s'en sortent en mangeant que cru. Ça, j'avais vu un reportage là-dessus peut-être 10 ans auparavant. Quand je commençais mes études, j'avais vu un truc à la télé où des gens en parlaient en disant, voilà, ils étaient en stade 4 de cancer X ou Y et donc à rattraper par un cheveu, et ils se sont mis à manger cru et c'était parti. Mais donc déjà dans ma tête, je me disais, dis donc, il faut vraiment que j'en arrive là, mais si je dois en arriver là, je le ferai, mais enfin, il faut vraiment que j'en arrive là. Parce que je pensais évidemment que manger cru, c'était finalement assez ennuyeux comme manière de manger. Puis voilà, c'était resté un coin de ma tête, je vois la vidéo de Gerson, et donc ça refait tilt.
la graine avait été plantée, là, elle commençait à germer et je commençais à comprendre qu'on peut revenir en arrière une fois que la maladie s'est installée. Alors j'avais pas encore compris ce que c'était que la maladie. Je pense pas vraiment que la vision des Gerson soit celle que j'ai maintenant, mais en tout cas, revenir en arrière, c'était faisable. Et donc ça fait poser plein de questions parce qu'ils prétendent, enfin l'Institut Gerson, il prétendait que, quelle que soit la maladie, c'était gérable. Que ce soit les endométrioses, que ce soit les addictions à la drogue, aux drogues, que ce soit les cancers, que ce soit les choses comme ça, ils disaient voilà que ils avaient tous les cas et ils soignaient tout ça. Alors ils expliquaient, ceci dit, que alors eux aussi, ils disaient que même si toutes les maladies étaient guérissables, pas tous les malades, parce que ça dépendait de ce qu'ils avaient fait avant. Quelqu'un qui a eu un cancer et qui a fait 3, 4, 5 chimios et puis des séances de rayons, des machins, puis si c'est une personne qui n'a pas vraiment une constitution très forte, quoi, ça va être, c'est pas que c'est impossible, mais ça va être difficile. Et ils expliquaient qu'eux avaient 75% de rémission, pas à 5 ans comme c'est calculé dans la médecine traditionnelle, mais à vie. Donc à partir du moment où les gens ont fait cette méthode-là, ils les suivent jusqu'à la fin de leur jour et puis et là ils regardent les rémissions de cancer. Surtout que eux ne regardent pas juste en disant quelqu'un qui vient avec un cancer du sein, ils vont pas leur dire on va regarder si vous avez une rechute du cancer du sein. Ils regardent s'ils font une rechute du cancer tout court, où qu'il aille, où qu'il soit. Ah ouais. Alors que ce qui est fait dans le milieu médical allopathique, c'est qu'on regarde jusqu'à 5 ans, et puis on regarde si c'est un cancer qui est au même endroit, puis c'est ailleurs, et puis après 5 ans, on considère que ça n'a rien à voir. La belle affaire. Donc c'est une très, 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 très élégante manière de se décharger du problème. Mais eux, non, ils suivent les gens, et puis ils voient bien que 75% de réussite dans ce qu'ils font, surtout que les gens qui viennent les voir, c'est des gens qui ont déjà tout essayé. Et on leur avait dit, vous rentrez chez vous et vous allez plier vos bagages. Et... Donc 75% de gens qui étaient soi-disant condamnés, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, ça m'a super intéressé et je m'étais dit que j'allais... Et ta rencontre avec Irène, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé justement, c'est un peu la suite parce que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, je me rappelle avoir envoyé cette vidéo à mon frère, à mes parents, à tout le monde, pas la vidéo d'Irène mais la vidéo des Gerson en disant mais c'est dingue ce truc. Ouais. Et en fait mon frère à l'époque m'avait dit moi c'est clair, si un jour j'ai un cancer je fais ça, je ne me fais pas faire une chimio, je dis moi pareil. Et pourtant aucune garantie, ces gens-là je les connais pas, mais ça me paraissait tellement clair, tellement logique en fait. Surtout avec le background qu'on a, mon frère ayant fait des études très similaires aux miennes, on s'entendait bien sur ce plan-là. Et en fait, très rapidement, je me sentais désintéressé par ce que je faisais dans le labo. Alors c'était intéressant d'un point de vue intellectuel, mais je veux dire, quand on bosse je bossais à la fois pour l'industrie pharmaceutique et à la fois pour le milieu universitaire, donc la recherche fondamentale, et donc j'avais 2 paillasses où je travaillais et je me disais mais c'est pas vraiment ça qu'il faut faire en fait. Pour moi c'était pas la solution, donc je m'en désintéressais. Puis au moment où j'aurais pu rester aux États-Unis, faire ce que je voulais, j'avais un peu le choix entre partir et rester. Je me suis rendu compte que j'ai même pas fait l'effort de rester. Et tout le monde me posait des questions, me disait mais pourquoi tu veux pas rester, tout ça. Et j'ai fait non, il faut que je rentre. Et je pouvais pas expliquer pourquoi je devais rentrer. Impossible d'expliquer. Alors je trouvais des raisons. Parlant couramment anglais et étant francophone, je pensais que je serais plus utile en France qu'aux États-Unis. Enfin, j'avais plein de raisons que finalement qui ne tenaient pas la route, parce que en fait, je cherchais une raison, mais il n'y en avait pas. Je me sentais poussé à rentrer. Et donc, je suis rentré un peu en catastrophe et ça a mis du temps, mais en un mois, il fallait que je plie bagage, ce que j'ai fait. Et en arrivant en France, je savais plus trop quoi faire en fait. J'avais plus de, la recherche, ça m'intéressait pas trop, enfin plus trop. D'un point de vue pour le métier, pour la chose en elle-même, je trouve ça intéressant. Ouais, mais
Et puis voilà, je savais plus trop, alors j'ai fait 2-3 choses par-ci par-là, j'ai des amis qui m'ont demandé de l'aide pour 2-3 trucs donc que j'ai fait. Et on m'a proposé d'être importateur d'extracteurs de jus en France. Ça aussi, hein, ça a été un peu quelque chose qui s'est fait, qui était venu de nulle part. Et c'est même une autre histoire, mais en tout cas ça s'est fait. Et évidemment, quand on travaille là-dedans, les algorithmes étant ce qu'ils sont, YouTube m'a proposé une vidéo, celle d'Irène. Et ça, c'était même pas 1 ou 2 ans après être rentré, quoi, en fait. Et donc je regarde cette vidéo et ça me marque. Et pareil, ça me parle. Et ça me parlait encore plus que la vidéo des Gerson, parce que la méthode Gerson, elle fonctionne. Je veux dire, elle est rodée. Il n'y a aucun problème. Mais elle me paraissait super contraignante, en fait. Et les gens en sortie de ça disaient même que c'était fantastique, voilà, mais quand même, c'était chaud, quoi. Le passage par là était quand même pas facile. Et c'est vrai, hein, c'est très contraignant. Il y a plein de trucs qu'on ne peut plus manger. Il y a des choses qu'on doit manger, des choses qu'on ne doit pas manger. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Les huiles essentielles, c'est terminé. Il y a plein de trucs les huiles, c'est terminé. Donc c'est très fade, très difficile. Et là, avec la vidéo d'Irène, on voit des plats incroyables, la cuisine de partout. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que l'alimentation vivante, je m'étais déjà intéressé à ça. J'avais acheté des bouquins sur le cru quand j'étais aux États-Unis, mais ça me paraissait complexe. Il fallait avoir les machines, il fallait faire les trucs. Il y avait des ingrédients qu'on n'avait pas, enfin, qu'on ne savait pas trouver plutôt, pour être plus exact. Donc je m'étais un peu désintéressé de ça. J'avais juste fait mes jus de légumes et puis voilà. Et moi, quand j'ai rencontré Irène, donc je vous ai dit, il faut que je la rencontre parce que c'est ce qu'elle dit, ça me parle énormément. Et je décide de regarder, faire un stage et tout. Et je me rappelle, je venais juste de créer ma boîte, j'avais pas un rond et je me suis dit, je sais pas comment je vais faire pour payer ce stage, mais bon, je vais y aller quand même, on va se débrouiller. L'univers fera le reste. Et en fait, ça s'est fait, quoi. Et je lui ai dit, je viens au stage et ça faisait 2-3 ans que régulièrement je faisais des cures de jus de légumes. Donc une cure de jus de légumes, c'est 3 semaines où on boit que ça. Pratiquement. On mange encore un peu, mais de toute façon on n'a pas très faim quand on fait les jus de légumes. Donc je buvais 2-3 litres de jus de légumes par jour. Et il se passait un truc, c'est que systématiquement, en fin de cure, mais ça c'était pour moi, hein, ça c'est mon expérience à moi, après je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être généralisé, mais en tout cas mon expérience à moi, c'était que systématiquement à la fin des 3 semaines, donc je finissais toujours un vendredi, c'était le dernier jour, et le samedi matin je me réveillais avec une fièvre. À chaque fois que j'ai fait ça, je me suis réveillé le samedi matin avec une fièvre, à tremper le lit. À 4h du matin, je me réveille, je suis en nage. Et donc, bizarrement, pour des raisons que j'explique pas, je suis pas allé chercher le paracétamol, je suis pas allé chercher l'aspirine. Je gérais juste ça avec des douches et des bains comme je me rappelle que ma grand-mère faisait, mes tantes faisaient, que c'est quand j'étais petit et que je faisais des fièvres, des trucs. Mais ma mère aussi. Et donc, j'ai géré un peu comme ça, je ne sais pas trop pourquoi. Pareil, là, j'ai pas vraiment réfléchi. Et à l'époque, j'avais déjà connu les huiles essentielles, donc je les utilisais parce qu'en fait, systématiquement, ce samedi-là, j'étais en fièvre, et puis dès le dimanche matin, je commençais à tousser, moucher, cracher, ça commençait à sortir. Pareil, c'était à chaque fois. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait ça, et à chaque fois, c'était le même scénario. Et avec les huiles essentielles, le dimanche, j'en prenais, etc. Puis le lundi, c'était terminé, je ne toussais plus, c'était terminé. Donc voilà, et puis... Et là, quand j'ai rencontré Irène, je savais que j'allais faire un stage chez elle. Je me suis dit, je vais en profiter, le mois d'avant, en profiter pour en faire une cure de jus de légumes. Je me suis dit, pour être dans l'esprit du truc. Ce que j'ai fait, évidemment, il est arrivé à ce qui devait arriver. Le stage commençait un mercredi, le samedi, fièvre comme d'hab. Mais cette fois-ci, le dimanche, j'ai commencé à tousser. Alors, c'était nouveau. D'habitude, ça commençait plutôt par un rhume, mais là, c'était directement les poumons. Et puis, je commençais à tousser, c'était une tousse sèche qui partait pas. Impossible de s'en débarrasser. Enfin, tu vois, les toux, tu tousses, ça s'arrête pas.
Et ça finit par faire super mal. Donc au bout de 24 heures de tout comme ça, je commençais à avoir l'impression qu'on me plantait un couteau dans les poumons, quoi. Et c'était toujours au même endroit, ça faisait super mal, super mal. Donc je me retenais au plus que possible de parler. Je contenais ma toux le plus que je pouvais, mais je toussais en permanence. Sauf quand je dormais. Quand je m'allongeais et je me couchais, si j'arrivais à me calmer un peu, je m'endormais et puis jusqu'au lendemain matin, dès que je me réveillais, ça recommençait. Voilà, et donc j'arrive, je rencontre Irène et puis donc elle parle de naturopathie, elle explique des choses que j'avais pas comprises, enfin que j'avais pas comprises quand je les apprenais à la faculté, et en me rendant compte qu'en fait je les avais apprises à l'envers. Et je les avais pas comprises à la fac, et j'avais admis des choses que je ne comprenais pas, et je savais que je ne comprenais pas. Et en fait, elle, en le remettant à l'endroit, je me dis, ah ben voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc c'est revenu à l'endroit, je dis, ah ben oui, ben voilà, ok, ben si on le voit comme ça, c'est clair. Et donc déjà, il y a des choses qui s'alignent, et puis elle m'explique, alors je lui demande, je lui dis, mais moi ce que j'ai là, je commence à comprendre à peu près ce qui m'arrive à chaque fois que je fais une cure de jus de légumes, que le corps il reprend de l'énergie, et une fois qu'il prend de l'énergie, quand il y a un excédent d'énergie, il va essayer de se nettoyer. Je dis bah ça a du sens, quoi. Enfin, ça avait du sens pour moi. Et en fait, je lui dis bah qu'est-ce que je fais, parce que c'est bizarre. Elle m'a expliqué cette histoire d'acide, de colle. Enfin, je renvoie tout le monde à sa vidéo. Hein, mais elle va plus dans les stages. On va beaucoup plus dans les détails là-dedans. Donc ça permet vraiment de comprendre des choses qu'en 1 heure et demie de temps on est incapable de comprendre. Et je me suis rendu compte que voilà, ça a été. J'essayais de comprendre pourquoi mon corps essayait de faire cette élimination, mais que ça sortait pas sous la forme que j'escomptais. Donc elle m'a expliqué en gros ce qui m'arrivait, pourquoi ça sortait comme ça. Ouais. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit tu nettoies, tu purges et ça partira. Et je te dis, je toussais tout le temps. Et donc je dis ok. Alors il y a un historique avec les purges aussi dans ma famille, mais ça c'est une autre histoire aussi. Donc je purge, je prends cette purge là, je vais me coucher. 3/4 d'heure après, je passe aux toilettes, la toux s'est arrêtée. J'ai plus toussé, à partir du moment où je suis passé aux toilettes, j'ai plus jamais toussé. Et toutes les glaires étaient dans les toilettes, j'avais absolument jamais vu ça. Et je me suis dit, je signe où, quoi. Enfin, comment ça se fait que, avec un passif de quelqu'un qui avait des problèmes pulmonaires toute son enfance, comment ça se fait que j'ai pas connu ça? Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis dit, je peux faire ça tous les combien. Elle m'a dit, tu fais ça toutes les semaines si tu veux. Vous n'avez pas de gros problèmes de santé. Je n'avais pas. Donc on a pu faire à peu près, j'ai pu le faire régulièrement. Puis je l'ai fait tant que je l'ai senti. Puis à un moment donné, je l'ai moins senti, donc j'ai fait moins souvent. Puis après, j'ai une vitesse de croisière où on nettoie régulièrement. C'est plus le gros nettoyage qu'on fait, mais c'est nettoyage d'entretien. On entretient la machine, parce que on vit pas dans un monde parfait, il y a des polluants partout. Et donc, et puis le corps, plus on lui donne de l'énergie, plus il est capable d'aller chercher dans les vieux trucs. Il va chercher dans des choses qui sont de plus en plus profondes, et on se débarrasse de choses comme ça qui datent, quoi. Donc on nettoie les filtres tout simplement, et puis voilà, ma rencontre avec Irène s'est faite comme ça. Et puis voilà, puis on est devenus amis, puis on travaille souvent ensemble. Et maintenant tu es à Marrakech. Voilà, maintenant je suis à Marrakech avec elle. Et dis-moi, je vois que l'alimentation a une grande place dans ta vie. Tu pourrais me parler aussi du sport et de la spiritualité dans ta vie? Alors, commencer par le sport, parce que ça va être vite vu. Le sport, je ne me vois pas vivre sans. Alors, il y a plein de manières de faire du sport. Aujourd'hui, j'ai parti de cela. Aujourd'hui, malheureusement, on voit le sport comme une manière de se défouler. Et ça, c'est la médecine ayurvédique un peu qui nous explique un peu comment ça fonctionne. Mais on est conditionné pour se débarrasser de son énergie vitale. On a une capacité à contenir son énergie vitale qui est de plus en plus restreinte. Ouais. Et quand on arrive à capacité maximale, on ne sait plus quoi faire. Ça sort par les yeux et il faut absolument qu'on s'en débarrasse.
Comme l'énergie sexuelle aussi. C'est la même chose. Ah. Énergie vitale, énergie sexuelle, énergie tellurique, énergie tantrique, vous l'appelez comme vous voulez. Ok. C'est la même chose. Ouais. Donc moi après, ça dépend à quelle paroisse on va. Moi c'est la même chose. Donc oui, on passe son temps à essayer de s'en débarrasser. Et on est encouragé à faire ça. Alors jusqu'à relativement récemment, les religions notamment, mais tous les systèmes de contrôle se sont ingéniés à empêcher aux gens d'accéder à cette énergie vitale. Donc les codes de pudeur, les codes de ceci, les codes de cela, les machins, ce qui fait que les gens n'étaient pas encouragés à utiliser cette énergie. Ouais. Et depuis la révolution sexuelle, mais comme tous les systèmes de domination, ils ont 20 longueurs d'avance, hein, parce qu'ils ont le temps et l'argent, hein, donc ça s'est retourné comme tout le monde. C'est-à-dire que la révolution sexuelle qu'il y a eu, qui redonnait aux gens accès à leur énergie vitale, dans ce sens-là, ça a été mis sur la tête et on a dit ok, vous aurez accès à cette énergie vitale, mais on va vous encourager à la dépenser n'importe comment. Et les gens la dépensent n'importe comment. Alors que ce soit par le sexe intempestif, mais ça peut être aussi par le sport aussi intempestif. Et les gens font du sport, ils dépensent tout le temps. Et ils n'ont pas une grande capacité à retenir cette énergie. Donc ils mangent. Et là où c'est lié avec la spiritualité, c'est que moi, ma définition de la spiritualité, c'est l'approche où je dirais pas qu'on va remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire la spiritualité pour moi, c'est le chemin qui va guider vers soi. Et on va apprendre à connaître notre meilleur ami qui est jamais que notre corps, quoi. J'ai tendance à dire souvent dans les stages que le corps, c'est un peu c'est une manière poétique de le voir, mais j'aime bien voir les choses de manière poétique. C'est le don qu'on fait les 4 éléments à notre incarnation, quoi. Et donc, toute l'intelligence de guérison, toute l'intelligence de tout, c'est dans le corps. Ouais. Et donc, on a beau aller chercher où qu'on veut, il faut revenir au corps. Et la spiritualité, pour moi, c'est ça, c'est revenir au corps, quoi. Donc, alors, ça, c'est ma définition à moi. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient une autre définition, mais pour moi, c'est ça. En gros, de voir toutes les options qu'il y a dans ce véhicule, quoi, et puis voir ce que je suis capable de faire, jusqu'où, etc., et comment, quand mon corps me demande quelque chose, comment je fais. Parce que jusque-là, malheureusement, on a été élevé dans l'idée que le corps, c'est une machine, justement, et que, en fait, une machine qu'il faut apprendre à contrôler, à maîtriser. Et même dans beaucoup de cercles spirituels, on est là-dedans. Hein. Je l'ai vu et revu. Et moi, je ne suis pas du tout là-dedans. En tout cas, ma vision à moi, surtout avec les pratiques que j'ai, c'est que le corps... moi, je refuse de l'appeler l'inconscient. Ça m'horripile d'entendre parler de l'inconscient. Pour moi, le corps, c'est une deuxième conscience. Donc, je veux bien parler de subconscient, et encore, mais le corps, c'est une conscience. Et donc, c'est la conscience la plus proche de nous, en fait. Oui. Et il faut rétablir ce dialogue, parce que le corps te parle tout le temps, de toute façon. La question, c'est est-ce que toi, tu comprends ce qu'il te dit ou pas ? C'est ça. Alors, lui, il t'écoute, toujours. Il te parle toujours, il t'écoute toujours. La question, c'est est-ce que tu l'entends, est-ce que tu le comprends ? Donc, c'est tout un programme. Et en fait, quand on revient vers soi, on réapprend ça, et donc on repriorise. Et donc, c'est vrai que de l'extérieur, ça peut avoir l'air d'être quelque chose d'extrêmement égoïste. Mais je dis peut-être, mais en tout cas c'est pas égotique. C'est égoïste dans le sens où on se recentre vers soi, et puis parce que on peut pas aider les autres si on sait pas aider soi. Hein. Comme dit Irène à juste titre, on peut donner que ce qu'on a. Donc vouloir guérir les gens et pas s'être guéri soi, c'est même pas la peine, quoi. Et pareil, on peut montrer que le chemin qu'on connaît. Si on connaît pas le chemin, on va pas guider les gens vers un truc qu'on connaît pas. Donc il faut déjà savoir que tous ces chemins-là, c'est le corps qui va nous les montrer. Et il y a plein de manières de le faire. Il y a des gens qui le trouvent dans le jeûne, il y a des gens qui le trouvent dans l'exploration, il y a des gens qui le trouvent
dans la méditation. Et la méditation, pareil, hein, je trouve qu'il y a 1 million de manières de méditer. Et c'est ça qui est génial aussi à notre époque. On a plein de possibilités. Et c'est ça, et je me dis, bon, c'est très bien pour moi explorer tout ça. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de méditer. Par contre, ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je suis devenu instructeur Wim Hof parce que j'ai expérimenté cette manière de méditer. Ouais. Et c'est l'une des seules respirations, en tout cas à ma connaissance, qui peut prétendre être une respiration détox, qui, elle, va aller changer le terrain. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres. Les autres vont calmer le mental, elles vont permettre de faire des choses, mais ça ne va pas être leur fonction de détoxifier le terrain. Et c'est même pas une vue de l'esprit, c'est étudier cette respiration. Et ils voient qu'il y a des choses qui se passent dans les universités. Donc c'est une respiration, en plus, qui va à l'encontre de la plupart des règles, en tout cas des coutumes de respiration. Elle fait tout l'inverse. Et elle est détox, quoi, et ça fonctionne hyper bien. Les gens qui ont des douleurs chroniques, des gens qui ont de l'inflammation généralisée, des choses comme ça, c'est incroyable ce que cette respiration est capable de faire. Donc moi j'encourage tout le monde à s'y intéresser puis à la pratiquer. Alors elle se couple très très bien avec l'exposition au froid, hein, mais pour des raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin il y a trois choses à faire. Elle fonctionne très bien, il faut juste être focalisé sur sa santé et puis faire ce qui a besoin d'être fait. Okay. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens respirent. Donc, même si c'est pas la Wim Hof qui pratique, moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que tous les jours, ils respirent de manière consciente. Et il y a plein de manières de faire ça. Mais il y a, à ma connaissance, une seule manière d'utiliser la respiration comme détox. C'est la seule chose. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas encore, donc je suis ouvert à ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je connais qui fonctionne comme ça. Mais respiration consciente, pour tout le monde, c'est super important. Et comme Irène le dit dans sa vidéo La vie en abondance, c'est la première chose que l'enfant fait quand il naît, c'est la première nourriture. On commence par ça. Et la quantité de choses qu'on pourrait régler avec la respiration, on a même du mal c'est difficile à imaginer, mais il faut le voir pour le croire et ça marche bien. Okay. Donc voilà. Est-ce que tu as un message pour clôturer cette vidéo, un message du cœur que tu veux je pense qu'il faut oser s'occuper de soi d'abord. Et surtout ne pas avoir de remords à ça. Et je parle pas de vraiment être de penser qu'à soi, c'est pas ça, mais s'occuper d'abord de soi. Parce que c'est comme dans l'avion, hein, on vous dit qu'en cas de dépressurisation, vous mettez votre masque à vous avant de mettre celui des autres. C'est exactement ça. Donc au lieu d'essayer de guérir tout le monde, on va commencer, ou de guérir la planète, ou au lieu d'essayer de faire des choses à droite à gauche pour les gens, on commence par les faire pour soi. Et comme ça, on pourra mieux les aider. Donc, tu les inspires aussi. C'est ça, exactement. Et ça, c'est Gandhi qui le disait, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et je ne pense pas que les gens mesurent ce que ça veut vraiment dire. Ça veut dire qu'il faut déjà travailler sur soi, changer soi d'abord. Et puis après, le reste, ça va changer. Mais on ne peut pas vouloir que les autres changent et soi ne pas changer, c'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur des sujets bien précis. Sûr. Voilà, je t'en prie. Et il y a un site où on peut te retrouver Non, pas encore. Je n'ai pas tellement travaillé là-dessus. Je ne sais pas sur la communication, mais en tout cas, en général, je suis plus ou moins là où Irène est. Donc, je ne suis jamais très loin. Ça va. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.